Et bienvenue à Pas le temps de jouer, le podcast des explorateurs du backlog, des jeux sous blister. On revient sur les jeux auxquels on n'a pas eu le temps de jouer. Nous, on y joue pour vous et on vous dit si c'est bien. C'est la rentrée et exceptionnellement, puisque d'habitude on sort un épisode plutôt fin septembre, on va faire un deuxième hors-série. Et je suis comme d'hab avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien ? Bah écoute, moi ça va, moi j'ai eu un peu le temps de jouer au mois d'août, toi pas du tout, donc voilà, du coup on fait un épisode spécial. Écoute, il y en a qui ont dû travailler au mois d'août, et là je suis dans mon premier jour de vacances, donc j'apprécie. Et aujourd'hui on fait un épisode encore hors série. On l'avait dit le mois dernier qu'on allait faire un peu des épisodes comme ça, un peu plus relax, un peu plus différents sur d'autres sujets. Et ce mois-ci, exceptionnellement, on a un invité. Oui, c'est une première pour nous. Voilà, c'est un invité, c'est une première. Alors ça va faire, les gens vont dire mais attendez, t'invites qui t'es gentil là. J'invite mon frère. Et pourquoi j'invite mon frère ? Parce que simplement on s'est rendu compte bêtement en se disant mais attends, on a connu quelqu'un dans notre entourage qui s'y connaît vraiment très bien, qui est expert sur un sujet qu'on pourrait traiter parce que c'est quand même un sujet quand même fondateur pour le jeu vidéo, qui est l'arcade. Et donc du coup, aujourd'hui on reçoit Guillaume. Guillaume, comment tu vas bien ? Ça va, très bien. Écoute, bienvenue. Merci de m'inviter. Donc, écoute, on va te poser plein de questions. On va voir un peu comment se porte l'arcade aujourd'hui, comment ça vit, comment on peut y accéder. Si rien d'autre à dire, j'ai envie de dire, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Écoute Guillaume, on va un peu t'interroger, etc. sur le sujet, puisque c'est quand même un sujet quand même majeur pour le monde du jeu vidéo. Hein. Pour les quelques plus jeunes qui auraient moins de 20 ans et qui ne sauraient pas ce que c'est que l'arcade, hein, c'était un peu le jeu vidéo qu'on allait jouer dans le PMU et dans le bar du coin. Et qui nous faisait rêver en général. Qui nous faisait rêver. Hein. C'était les jeux qu'on pouvait pas avoir à la maison. Sauf pour les bourgeois qui avaient une Neo Geo. Oui, et encore au début, ça c'est sur la fin, parce que moi quand j'ai commencé l'arcade, c'était Shinobi et t'avais même... la Neo Geo n'existait pas, quoi. Ouais, Gonelax et tout. Quoi. C'est ça, c'était des parties à 10 francs. Bref, c'était il y a longtemps. Oui. C'était. Et 10 francs, c'était plus cher qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était une partie à 1 euro, un truc comme ça, si ça devait exister. En fait, ils ont, avec le passage à l'euro, je crois qu'ils avaient réduit le nombre de crédits que tu avais pour une pièce. Mais après, ça dépendait des jeux, tu sais, il y avait des trucs... tu faisais un Sega Rally, avec 10 francs, tu faisais une course. Ouais, on va en parler de tout ça. Bref, voilà. Du coup, l'arcade, c'était le jeu qui était culte en fait, ce qui faisait rêver dans les années 80-90. Ah, ça a défoncé toutes les consoles à l'époque. Voilà, c'est ce qui nous faisait rêver quand on était jeunes et qui a malheureusement disparu dans les années 2000. Du coup, Guillaume, tu vas nous en parler. Aujourd'hui, comment tu joues à l'arcade ? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on joue avec du matériel d'époque, donc soit des bornes, soit un super gun, si on veut brancher tout ce qui est carte ou système. Alors déjà, qu'est-ce que tu appelles un super gun ? Alors un super gun, c'est une interface en fait qui permet de relier le jeu d'arcade à un écran de télé. Donc en fait il fait juste la liaison, souvent c'est des petites cartes électroniques, voire sur des versions plus améliorées comme la Kix 91 par exemple qui était très connue à l'époque. Ah oui, la Kix 91 effectivement. C'était carrément une sorte de comme des manettes avec des boutons et dedans c'était intégré et il y avait un port JAMA, on branchait le jeu dessus et on envoyait le signal sur une télé cathodique aussi. Voilà. C'était presque comme une console en fait, où à la place de la cartouche, tu mettais le jeu d'arcade, quoi. Tout à fait, voilà. Okay. C'est exactement le même système. Vous aviez les boutons, les joysticks, et en fait, il y avait juste à brancher et ça marchait, quoi. Mais ça, c'est les versions de luxe, on va dire. Maintenant, un Super Gun, on en trouve, c'est juste une petite carte électronique qui ressemblerait presque à un Raspberry. Et après, il faut y brancher dessus une alimentation pour brancher le jeu. Il faut y brancher soit des manettes ou un joystick et pareil branché sur la télé. D'accord. Ça fait la liaison en fait avec le jeu d'origine et après avec l'écran et puis En gros, c'est une solution légale si t'as le jeu d'origine, quoi.
Tout à fait, voilà. Ok. Ça c'est après émulation, après on peut jouer aussi aux jeux d'arcade par émulation avec du Raspberry et compagnie. Oui, non mais ça... Ok, mais c'était pour se faire la différence, effectivement. Voilà, tout à fait. Là c'est vraiment pour jouer avec le jeu d'origine, comme à l'époque. Ouais, avec la carte mère du jeu que tu as acheté. Voilà. Après, la version ultime, c'est d'avoir la borne à la maison et de jouer du coup comme dans les salles. Comme de l'arcade, l'époque. Tout à fait. Et ça, alors c'est une question que très débile, hein, je vais commencer par ça, c'est pas de plus en plus compliqué, parce que les écrans cathodiques, etc. Alors, effectivement, jouer avec pas. Avoir une borne à la maison, c'est déjà un peu plus compliqué actuellement, puisque en fait, au début, c'était vraiment spécialisé. Il fallait aller dans les forums pour avoir. Il y avait que quelques personnes qui importaient des bornes, on va dire. C'était pas vraiment légal. Enfin, ils faisaient ça un peu à l'arrache. D'ailleurs, un petit aparté sur un point très important dont tu parles, et je pense que les gens l'ignorent. Quand tu dis importé, justement, c'est que la majorité des bornes étaient importées du Japon. Ah oui, tout à fait. Oui. Voilà, qu'il y avait des bornes aussi US, puisque Atari était quand même un des gros fondateurs du jeu d'arcade. Les États-Unis, c'est quand même le gros marché. C'est quasiment, oui, c'est eux qui ont sorti la première borne. Donc, Et en France, il y avait aussi des constructeurs de bornes aussi. Alors, qui faisaient des bornes en bois France, magnifiques. voilà, il y avait tous les constructeurs qui fabriquaient des bornes type à l'américaine, donc c'était debout en bois, et puis c'était des entreprises comme Jetel ou René Pierre qui étaient les principales sur le marché français. On sent bien que c'est français, c'était René Pierre. C'est quoi. clair. Ouais. Jean-Louis Boudin, constructeur d'arcade. Ouais, oui, il y avait, voilà, ou Karateko qui était là. Mais sinon, oui, c'est vrai que c'était les principales. Et après, c'était importé soit des États-Unis, soit après, c'était les bornes. Mais on va dire que ceux qui s'intéressaient à l'arcade avaient une préférence pour les bornes japonaises. Donc on pouvait y jouer assis, et surtout elles étaient de meilleure qualité. Oui, voilà, c'est ça. C'était une question de qualité, et puis le petit siège qui va bien aussi. Le petit siège qui va bien, et puis surtout c'est que en France ou aux États-Unis, elles étaient en bois, alors que on va dire quasiment toutes les bornes japonaises étaient soit en plastique, soit en acier. D'accord. Donc au niveau de la tenue dans le temps, on va dire que les bornes japonaises se tenaient vieillissaient mieux, on va dire. On trouve encore actuellement des bornes japonaises qui sont encore en super état, quoi. Maintenant, pour trouver des bornes françaises ou américaines, c'est un peu plus compliqué, ou alors il faut qu'elles aient été bien entretenues par leur propriétaire. Sinon, voilà. Oui, puis j'imagine que c'était pas du bois non plus hyper noble. Voilà, c'était du contreplaqué ou des... Tout à fait, c'était du contreplaqué, donc si elles ont souvent été stockées dans des caves ou dans des hangars, le bois a pris l'eau et souvent elles sont en mauvais état, quoi. D'accord. Et donc moi, ma question, tu vois, elle était toute bête, mais au-delà du meuble en lui-même, qui déjà vieillit, je dis, dans ma tête, les tubes cathodiques, ça vieillit pas bien. C'est-à-dire que tout à fait. C'est quand même compliqué à retrouver aujourd'hui, quoi. Alors, en fait, le truc, c'est que on va dire que la principale panne sur une borne, ça va être effectivement l'écran, et principalement les cartes électroniques des écrans. Parce qu'en fait, le tube, lui, il est quasiment increvable, à part le marquage qui se fait dessus avec les années, surtout quand les jeux tournaient H24 quasiment dans les salles. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait du marquage sur les écrans. Mais après, souvent, même un écran marqué, c'est pas vraiment gênant en jeu. Le principal problème, ça va être les problèmes des condos qui peuvent couler. Et souvent, les cartes, c'est compliqué à réparer. Donc, soit on fait un cap kit et ça peut solutionner le problème. Donc, un cap kit, pour rappel, c'est en fait, on dessoude tous les condensateurs de la carte et on en soude des neufs. Donc c'est assez long, c'est très fastidieux et il faut être très minutieux parce qu'il faut respecter, en fait, il faut avoir exactement les mêmes condos, il faut les remplacer tous avec les mêmes condos, même s'ils sont plus récents ou même s'ils sont un peu plus puissants, c'est pas gênant, mais il faut vraiment que... Les condos, c'est condensateur, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Comment ? Je disais pour ceux qui n'ont pas compris, condo c'est pour condensateur. Oui, voilà, condensateur. Mais du coup, ça demande un petit niveau en manipulation électronique, soudure. Voilà, il faut savoir souder, c'est assez compliqué. C'est faisable, mais voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est le principal problème des écrans, c'est que voilà, c'est souvent des pannes de ce style qu'on peut avoir. Donc après, il reste après
sur les bornes récentes avec des écrans LCD. Mais ça, c'est pour les bornes plus récentes, type Willix de chez Teto ou les Lindbergh de chez Sega. Donc elles sont plus récentes, c'est des bornes qui sont sorties dans les années 2000. Donc elles sont plus récentes, elles sont à base de LCD, donc c'est déjà plus pratique à changer. Et il n'y a pas moyen de tricher, et c'est une question con, hein, mais il n'y a pas moyen de tricher, de mettre un LCD sur une... Alors, c'est tout à fait faisable, sauf que le rendu au niveau des jeux d'origine, ça sera pas pareil. C'est compliqué. Voilà, souvent c'est assez dégueu, on va dire, parce que la résolution des jeux d'origine, c'est pas du HD, hein, donc c'est pas adapté. C'était du 4 tiers et c'était du voilà, SVGA, tout à fait. Alors, et sur un écran LCD, c'est un peu comme si tu jouais à ta NES actuellement sur ton 4K. Tu vas avoir une image qui va pas être terrible. Mais c'est ce que je fais. Oui, mais c'est que t'as pas branché ta NES en Péritel sur ton 4K, tu vois. C'est ça. Non, mais je sais, et peut-être que tu as un boîtier qui permet de transformer le signal en HDMI. En RGB, ouais. J'ai une RGB, mais c'est surtout... Ah oui, mais voilà, mais c'est pas pareil. Une NES Mini, elle a déjà une sortie HDMI. Mais je sais, c'est pour ça que je te troll. Mais oui, ok. Non, mais on est bien d'accord. De toute façon, ça, on en parlera. Mais évidemment, le but est d'essayer de profiter de ce que tu avais à l'époque. Et on est bien d'accord que le LCD dénature complètement le truc. Voilà, et en plus, si tu vas dans les forums spécialisés, si tu dis que tu as mis un LCD sur une Blast City ou une Astro City et que tu fais marcher des jeux d'origine dessus, je pense que ils vont pas bien te voir. Parce que en fait, c'est vraiment ce que tu dis, parce que tu vois, ça me fait penser à tous ces fans par exemple d'automobile rétro qui vont te dire si elle est pas dans le jus d'époque et restaurée comme à l'époque, en fait ça vaut rien, en fait, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est que après c'est un jeu, en fait l'arcade c'est quand même c'est un peu un jeu de niche, quoi. Donc c'est souvent des personnes intégristes qui sont des passionnés. Des passionnés. Non, des intégristes, c'est trop méchant. On va dire non, c'est des passionnés, et donc on fait pas tourner des systèmes anciens sur du LCD. Enfin bon, c'est faisable, mais c'est pas. On perd en plus le côté comme à l'ancienne. Si toi tu connais par exemple Golden Axe et que tu y as joué dans un bar à l'époque et tout, et que tu veux avoir la même sensation. Voilà. C'est ce qu'on dit, c'est pour ça que je peux te parler de la NES Mini, en fait. Si tu veux faire ça, autant monter une machine qui émule de l'arcade et pas une vraie borne d'époque, quoi. On est d'accord. Ça a pas d'intérêt, je veux dire. Pourquoi t'embêter à récupérer tout le matériel d'origine si c'est pour le dénaturer derrière, quoi. Complètement. Donc, aucun intérêt, en fait. Oui, moi, ce que j'avais fait, par contre, j'avais récupéré une carcasse de Blast City. Ouais. Donc, une borne de chez Sega. Et l'écran, en fait, à l'origine était mort. Donc l'écran Toshiba avec sa platine était HS. Et j'ai remplacé l'écran d'origine par un Sony Trinitron qui s'adaptait pile poil. Il prenait exactement, il avait la même taille. Et il s'adaptait en plus dans le cadre d'origine. Voilà. Et j'ai juste créé après une interface, ce qu'on appelle un hack JAMA. Et en fait, je prenais le signal du JAMA et je l'envoyais sur une Péritel. Donc, et au final, l'image est quasi identique. Hein, après, c'est la télé qui... Faire la différence entre deux... Le truc, c'est que souvent, les écrans, ce sont des écrans professionnels. Donc, c'est un peu l'équivalent les écrans cathodiques professionnels pour la télé, par exemple, qui existaient à l'époque, là, les PVM de chez Sony. C'est des écrans qui ont un piqué qui est quand même exceptionnel pour l'époque, et que tu ne pouvais pas avoir en fait dans le grand public. Donc tu n'avais pas exactement le même rendu avec un écran acheté dans le commerce. Mais ça fait tout à fait la farce. Hein. Oui, d'ailleurs. Alors moi j'ai une question. Vas-y, je t'en prie, Thomas. Du coup, ma question, c'est en fait par rapport aux écrans. Aujourd'hui, t'es obligé d'aller sur le Bon Coin pour essayer de trouver une télé qui correspond à peu près à la diagonale que tu as besoin, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le Bon Coin qui reste la solution pour trouver de l'écran sauf si l'écran est encore bon sur la borne que tu achètes. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Si vraiment l'écran est mort, c'est la seule solution, c'est de trouver un écran compatible sur le Bon Coin. Ou sur eBay, j'imagine. C'est même plus eBay, non? C'est une question. Sais pas trop. Non, plutôt le Bon Coin, c'est quand même plus simple et c'est surtout moins cher. Hein. Moi, à l'époque, je l'avais trouvé sur le Bon Coin et ça m'avait coûté 30 €, quoi. Oui, non, je sais, mais vu que le Bon Coin, c'est plutôt franco-français, alors que eBay, en général, t'as pas mal de revendeurs de...
Une télé Après, en même temps. se faire livrer une télé de 50 kilos par la poste, Aucun problème. ça va coûter un peu cher en frais. Oui, sûr. Alors que si ça se trouve, tu peux en trouver une au coin de ta rue. Trouver une borne, est-ce que c'est facile aujourd'hui? Alors, c'était... en fait, au début, c'était compliqué. Il fallait passer par des forums spécialisés, comme je disais. Après, il y a eu des importateurs... Quand tu dis au début, année 2000 Non, bien avant. Hein, ouais, 90, début 90, voilà. 80. Il fallait vraiment passer par des forums. Il y avait certaines personnes qui faisaient venir une dizaine de bornes du Japon. Enfin, si on voulait avoir des bornes japonaises, je veux dire. Et moi, je suivais, avant que je m'intéresse à l'arcade, je suivais des personnes qui faisaient venir des petits containers avec des dizaines de bornes à l'intérieur. Et il fallait les réserver, etc. Et ça coûtait assez cher. Parce que la personne, elle donnait de son argent personnel pour le dédouaner, etc. Ensuite, il s'est créé quand même, vu avec l'arrivée, on va dire, du rétro gaming, des professionnels qui se sont spécialisés là-dedans. Et en fait, on a eu des importations massives de bornes d'arcade par des professionnels. Donc là, c'était beaucoup plus simple, les frais étaient réduits. Et là, on pouvait trouver des bornes à des prix beaucoup plus corrects, on va dire. Ok. Donc on en a plusieurs, hein, qui étaient basés sur Toulouse, etc., à Marseille. Maintenant, on va dire que c'est un peu plus compliqué, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que à force d'importer beaucoup de bornes du Japon, et puis que pas mal de salles d'arcade au Japon ont fermé, puisque l'arcade, on va dire, c'est un peu perdu. Hein. Ah bah c'est complètement sur le déclin, tu veux dire, oui. Oui, on va dire que c'est sur le déclin, à part maintenant sur les bornes... on va dire dédiées, hein, les bandes de musique ou des trucs qui sont spécifiques que tu ne peux pas avoir chez toi. C'est impossible. Alors, il faut vraiment avoir un hangar. Quoi. Et encore, parce que là, on est parfaitement dans l'actualité. Le 30 août dernier a fermé le Sega Building qui est là-bas, à Tokyo. Donc, et il y a quelques mois, il y a une salle aussi à Kawasaki qui était très célèbre pour sa déco, qui a fermé également aussi. Donc même au Japon, mais au Japon, en fait, c'est depuis l'arrivée des consoles, on va dire depuis la PlayStation, je pense que France aussi, ça a défoncé les salles. Elles ont toutes perdu en monde, donc beaucoup ont fermé. Donc beaucoup de bornes se sont retrouvées à la déchetterie. Hein. Donc on voit pas mal de photos qui ont circulé sur Internet où on voit des bornes qui sont sur le côté avec des ordures ou de la mousse et d'autres ont été stockés dans des hangars. Et on va dire qu'avec l'arrivée du rétro gaming, les pros ont importé massivement des bornes. Et les Japonais, ça leur a permis de liquider toutes les bornes qui servaient à rien. Quoi. Donc ça a créé un marché et beaucoup de bornes ont été importées. Énormément, on va dire. Et ce qui fait que maintenant, même au Japon, c'est compliqué en fait de trouver des bornes. C'est que les entreprises, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'en France, hein, les Américains, les Européens, tous y sont tous mis. Et en fait, maintenant, il y a beaucoup d'entreprises, dont une principale qui était à Toulouse, qui était Neo Arcadia. Arcade AM, je veux dire, parce que Neo Arcadia, c'est le forum. Arcade AM a fermé ses portes puisqu'il n'avait plus suffisamment de bornes à importer. Ah oui, il n'arrive vraiment plus à en trouver, quoi. En fait, pour que ça soit rentable, il fallait remplir des gros conteneurs et charger le conteneur à fond pour importer au moins un minimum une centaine de bornes, 50 ou 100 bornes. Enfin. Et avec le déclin du stock, on va dire, ils trouvaient plus suffisamment de bornes pour que ça soit rentable. Et puis j'ai une question, c'est peut-être que la demande française aussi, c'est comme tu disais, c'est un marché de niche, tu vas pas avoir 50 bornes chez toi, quoi. Une fois que tu en as 3-4... Voilà, en plus, les personnes qui voulaient en avoir, ils les en ont. Donc, ils sont équipés. Voilà, c'est pas quelqu'un du jour au lendemain qui va se dire, ça y est, hop, je m'achète une borne. Voilà. Oui, il faut s'y intéresser un minimum. Quoi. Parce qu'il y a un sujet dont on l'a abordé sans l'aborder, mais c'est quoi à peu près le ticket d'entrée en termes de tarifs ? Alors, si on part sur une borne, on va dire Jetel ou René Pierre française. Si, j'ai pas trop regardé actuellement les tarifs, mais on va dire que il y a quelques années, ça valait très peu cher, on va dire, parce que ça valait, pour 200, 300 euros, t'en avais une. Ah oui. Alors, oui, ça coûtait que dalle, ça valait rien. Non, ça valait rien du tout. Dans un état correct, on va dire fonctionnel. Voilà. Après, ça pouvait monter jusqu'à 500 euros dans un état vraiment parfait.
Après, au niveau des bornes, on va dire japonaises, c'est beaucoup plus cher. Une borne japonaise type Astro City ou Blast City, il fallait compter, on va dire, à l'époque où ça se vendait, où les entreprises étaient florissantes, ça valait entre 800 et 1300 euros. D'accord, voilà. Oui. Ça c'était le prix. On va dire que c'était entre 800 et 900 pour une Astro City. 800 euros pour une Astro City, peut-être dans les 900 euros pour une New Astro City, parce qu'elle avait, entre la Astro City et la New Astro City, c'est deux bornes Sega. En fait, la New Astro City a un système stéréo, alors que sur la Astro City, c'était du mono. Et la Blast City, en fait, l'avantage, c'était aussi du stéréo, mais elle avait l'avantage d'avoir deux résolutions. Puisqu'il faut savoir que sur les bornes, ça on pourra peut-être l'aborder, les résolutions, enfin les fréquences. En fait, elles sont sur 3 fréquences. Donc le 15 kHz, le 24 kHz et le 31 kHz. Alors le 15 kHz, en fait, c'est tous les jeux qui sont sur PCB, tout ce qui est système standard, on va dire. Après le 24, ça a été très peu utilisé. Et le 31, en fait, c'est à partir de la Naomi. Alors Naomi, c'est la Dreamcast pour info. Voilà. Donc là, on pouvait faire tourner des systèmes qui étaient déjà un peu plus, on va dire, avec une résolution un peu meilleure, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc la Blast faisait les deux. Donc c'était un bon compromis pour celui qui voulait avoir un peu de, on va dire un peu de high generation en fait. Parce que justement, alors, oui, pour jouer à des jeux genre Soul Calibur et trucs comme ça, mais en même temps pouvoir jouer avec du Golden Axe. On pouvait jouer avec du Golden Axe et jouer à côté avec de la Naomi ou de l'équivalent Saturn. Voilà. Parce que c'était ça ma question suivante. Là, on parle vraiment, c'est le meuble en fait. T'as quoi avec ? T'as la télé. En fait, une borne, en fait, c'est très simple. Il y a rien en fait dedans. En fait, c'est un meuble avec un écran, et des manettes. avec une alimentation, un système de manettes, enfin de boutons et de joystick, et puis c'est tout. Après, un peu de câble et voilà. En fait, le jeu, en fait, il faut le rajouter. Il y a rien en fait dedans. Hein. C'est juste un meuble vide. Si tu l'allumes, il se passe rien, quoi. Alors, meuble vide, moi qui ai porté tes bornes. Elles sont lourdes. Je dirais pas ça parce que à l'arrière d'une Blast City, pour info, il y a un gros truc qui est marqué attention 115 kg. Oui, mais si je me trompe pas sur le poids. Elle faisait 101 kg exactement, mais. Ouais, va. Non, mais en fait c'est normal puisque en fait tu as 50 kg d'écran. Et après tu as entre toute la carcasse qui est quand même en acier et en plastique, mais c'est un plastique, c'est l'équivalent en fait, c'est de la résine, c'est l'équivalent de la résine de bateau. Donc c'est très épais pour être costaud parce que c'était exploité dans des salles et il fallait que ça soit... entre guillemets, c'est du matos pro, c'est-à-dire que ça se faisait, ça se fait malmener. Oui. Voilà, les gens tapaient dessus, enfin bon, voilà, bon, au Japon, non, c'est parce qu'ils sont quand même, mais bon, voilà, c'était fait pour être très solide. Mais voilà, en fait, ça faisait 100 kilos parce qu'il y avait déjà 50 kilos d'écran et le reste c'était toute la carcasse en fait. Donc l'alimentation en elle-même, elle n'est pas très lourde, elle devait faire peut-être, je sais pas, 500 grammes. 20-30 kilos, tu vois. Non, peut-être 1 kilo, c'est peanuts à côté de l'écran. Et puis c'est normal que ce soit lesté, quoi. Quelque part, il fallait pas que ça bouge. Hein. Et voilà, il fallait pas que ça bouge, voilà, c'est normal, après il faut pas que... Et puis il fallait que ça bouge. Comme on disait, il y a 50 kilos d'écran, donc il faut un petit peu un contrepoids derrière, pour pas que ça bascule. Voilà. Oui. C'est ça, donc c'est à... Donc ok, donc t'as juste le meuble, j'ai bien compris, t'as l'alimentation, les manettes, éventuellement les sièges dans le cas des Astros. Et ça, tu mets quoi dedans ? Après, les sièges, ce sont des petits tabourets tu pouvais y mettre ce que tu voulais. En fait, il n'y a pas de siège fourni avec les bornes. Hein, okay. Les petits tabourets, c'était le tabouret typique que tu trouvais dans toutes les salles d'arcade japonaises, mais tu pouvais très bien mettre autre chose. Ok. Et ensuite, donc là-dessus, tu es obligé de rajouter donc, le circuit du jeu. Voilà, alors en fait les jeux sont sur des PCB. Alors les premiers jeux d'arcade en fait sont sur des PCB, donc c'est des plaques électroniques avec des circuits. Aucune coque, rien du tout, c'est juste une petite étiquette sur le côté avec le nom du jeu et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc, et puis il y a un port de branchement qui s'appelle le port JAMA. Et en fait on branche le peigne JAMA qui est en fait une fiche femelle sur la carte et puis voilà quoi. Et après, il suffit. En fait, pour simplifier, pour que les gens comprennent bien, en fait, il faut imaginer qu'en fait, la PCB, etc., c'est qu'en fait, vous avez une console, en fait. En fait, en gros, c'était comme si tu avais une console et que les jeux que tu mettais, tu les enfichais, en fait, dans un... Voilà. Voilà, ça. En fait, il y a un jeu avec une console pour le faire tourner et tu branchais, en fait, ça sur ta borne. C'est ça. Ça, c'est en version... Ça, c'est les PCB simples. Après, tu as eu des systèmes
qui ont inclus des cartouches ou des systèmes équivalents. Par exemple, l'équivalent de la Neo Geo, qui était le système donc arcade de la Neo Geo, qui était le MVS, c'était exactement le même système que la Neo Geo, sauf qu'elle n'était pas carrossée. C'est-à-dire qu'en gros, là, t'avais deux choses. T'avais une espèce de carte mère que tu mettais dans ta borne, et en plus, tu pouvais changer les cartouches du jeu, quoi. Tout à fait. Voilà, okay. Donc il y a plusieurs systèmes comme ça qui ont bénéficié de ce système de cartouches, comme le CPS2 par exemple de chez Capcom, qui est très connu. Qui a fait, on va dire, le succès de Capcom, hein, avec tous les Street Fighter, les Vampire Savior, voilà. Mais alors, du coup, j'ai quand même une question bête. Il y a à peu près des standards, parce que comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que si tu achètes une borne aujourd'hui, tu me parlais de prise JAMA, enfin de fiches JAMA, etc. Tu peux grosso modo mettre n'importe quoi dessus ? Alors, tout ce qui est au format JAMA, on va dire. Ouais. Donc, c'est quand même énorme, c'est tous les jeux qu'il peut y avoir, donc du début de l'arcade, enfin au début de l'arcade c'était pas du JAMA, c'était des fiches dédiées par constructeur, donc il fallait, c'était compliqué, d'ailleurs c'est pour ça que en fait l'association arcade japonaise en fait a créé ce format qui est le Japan Amusement Machine Manufacturer Association. Et voilà. Donc c'est en fait c'est on va dire la version longue du JAMA qu'il a créé dans les années 80 et qui a permis de standardiser tout le système. Ça permettait quand même de rentabiliser les coûts parce que ça coûtait trop cher. Tous les exploitants étaient obligés de créer des fiches spécifiques par jeu pour l'adapter à la borne. Ça voulait dire que tu avais une borne égale un jeu. Ton jeu était cramé, tu balançais la borne. Enfin, c'était dégueu. Voilà, c'était ça. C'était quasiment des bornes dédiées. C'était compliqué si l'exploitant ne pouvait pas changer de jeu à la volée, si le jeu ne rapportait plus d'argent, on va dire. Il était obligé de changer la borne. Et ça explique d'ailleurs pourquoi les Japonais ont percé derrière sur l'arcade. Parce que justement, ils sont arrivés avec un système qui était mieux foutu que les Américains. Enfin, en passant. Ça c'est moi qui analyse peut-être mal, mais ok. C'est à chaud. Donc, c'est à chaud. Ça se tient. Donc tout le format JAMA, donc c'est ça a perduré pendant pas mal d'années. Après, il y a eu une version JAMA+, mais c'était juste en fait, ils ont rajouté en fait plus de boutons. Ouais. Voilà, c'était pour avoir, parce qu'en fait à l'origine c'est que 3 boutons et en fait le JAMA+ gère un peu plus de boutons. Et après il y a eu le JVS en fait avec l'arrivée en fait par exemple de l'équivalent de la Naomi, etc. En fait ça c'est un système qui marche avec des fiches USB. Voilà. D'accord. Donc c'est avec du USB en fait que ça se connecte et en fait l'interface se fait comme ça. Mais sinon le JAMA prend en fait pour celui qui est intéressé par l'arcade on va dire global, tout ce qui est les Street Fighter, etc., tous les puzzle games, tous les puzzle games, etc. Puyo, voilà, tout ça. Enfin, tous les jeux des années 90, on part de Wonder Boy et on va jusqu'à, j'en sais rien, un final... Ouais, même Virtua Fighter, c'est la Naomi, non ? Non, Virtua Fighter, c'est la Naomi, donc là, déjà, on est passé sur le JVS. Non, c'est la Saturn déjà. De toute façon, il y a eu plusieurs systèmes. Il y a eu la Saturn. En fait, quasiment beaucoup de cartes, enfin toutes les consoles, on va dire, de chez Sega ont été adaptées en version arcade. Que ce soit la Saturn, la Naomi, ils se sont pas trop pris la tête, ils ont tout adapté. Mais bon, ok. Donc, disons, tu vas jusqu'à Street Fighter 2 Alpha, Prime, Turbo, de la mort, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voire Street Fighter 3. Alors le Street Fighter 3, il marche sur du CPS3. D'accord. Et oui, je crois qu'il est au format JAMA. Je me suis pas trop. Non, mais ok. Je sais plus. Non, mais il faut dire une chose, Guillaume n'a jamais voulu acheter le First Strike. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu l'acheter. Non, je déconne. Non. Alors toi, tu t'es fait des ennemis. Je crois que le First Strike, vu que c'était un jeu qui était exploité dans les concours et tout ça. J'ai joué à un jeu de combat de ma vie, c'était Street Fighter 4. J'ai jamais dépassé 1000 points de combat. Arrêtez, c'est bon. Mon avis ne vaut rien. En fait, le problème du CPS3, c'est qu'il est excessivement fragile et capricieux. C'est-à-dire que c'est un système qui vaut très cher et qui tombe souvent en panne. Et le pire, je pense que c'est les piles suicides sur le CPS3 qui est assez compliqué. Et si malheureusement la pile meurt ou que vous essayez de la changer et que vous foirez le coup, votre jeu est bon à la poubelle. Donc, pour expliquer un peu les piles suicides, c'est un système qui est très 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 sensible
on va dire, à l'intensité électrique, etc. Donc j'ai jamais voulu avoir un système comme ça. C'est, après, rapidement, pour... voilà, rien, les piles rien suicides, que le terme déjà. En gros, Pile suicide, quoi. c'était les DRM matériels avant l'heure. Alors, ça a existé sur le CPS2, la pile suicide, mais c'était beaucoup plus simple à changer. Je l'ai changé régulièrement sur les miens. En fait, c'était un système en fait d'anticopie à l'époque. En fait, ça a obligé, on va dire, les exploitants à passer par Capcom pour changer la pile voilà. Donc pour pas que leur jeu meure, mais c'était un système d'anticopie, c'est un peu bizarre. C'est le Japon. Voilà, on va pas trop chercher pourquoi ils ont mis ça au point. Ils voulaient pas qu'on copie leur jeu. Mais voilà, mais en fait, plus le jeu était exploité, donc plus le jeu tournait et moins la pile s'usait. Donc il est pas rare de trouver des CPS2 actuellement en cours, enfin en vente avec des piles qui datent de 90. Hein. Donc c'était des gros condensateurs. Bon, là évidemment, je conseille quand même aux personnes qui achèteraient un CPS2 avec une pile d'origine de la changer rapidement. Oui. Donc, parce qu'après tu es tranquille pendant 10 ans, donc entre 5 et 10 ans on va dire. Et j'imagine ça coûte rien. C'est quand même pas mal de la changer pour éviter d'avoir un jeu qui meurt, même si actuellement il y a des méthodes pour les sauver. Ouais. Mais voilà, donc on peut en fait, mais après c'est pareil, c'est plus le jeu d'origine, puisqu'en fait il faut enlever toutes les épreuves du jeu et les reprogrammer sur des épreuves neuves et en fait les remettre dedans. Bon. Ah oui. Tu copies le jeu quoi. Voilà. Voilà. Donc en fait, voilà. En fait, si tu. C'est un peu comme tu avais pris le jeu que tu avais récupéré en émulateur et que tu l'avais mis dans l'épreuve. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi, on va dire. Donc, et le jeu, par contre, est pour le coup immortel puisqu'il n'a plus de piles. Et il devient, oui, il n'y a plus de soucis. Mais bon, le problème, c'est que beaucoup de passionnés veulent le jeu d'origine avec leur pile. Et puis on en revient toujours. Puisque on en revient à ce qu'on disait. En fait, le truc, c'est que la cote se fait aussi par rapport à ça. Oui. Alors, les prix. Alors voilà, le prix, ça peut. Alors, en fait, pour la personne qui veut se mettre à l'arcade, au niveau des prix, on va dire que ça peut aller de 30 € à plusieurs milliers d'euros. Ça dépend du jeu, j'imagine. En fait, ça dépend du jeu, de sa rareté et puis de la demande. Donc, on peut très bien trouver un petit, même sur du MVS, qui est un système encore, qui coûte très peu cher, on va dire, c'est la système version pour la Neo Geo, qui coûte très peu cher et qu'on peut, certains titres coûtent pas trop cher, dire, parce qu'il y a encore les Metal Slug ont un prix un peu de la cote là depuis quelques temps. Donc, mais bon, sur certains jeux, ça peut être encore abordable. Beaucoup de jeux en format PCB, qui sont pas très connus, sont encore très abordables, on va dire. Voilà. Et après, on va dire qu'il y a les jeux qui cotent, donc qui peuvent, typiquement, les Gradius, on va dire. Tout ce qui est shoot un peu exotique, donc principalement tous les Kev. Oui, bah oui. Tous les Kev, en fait, Kev, pour info, parce que je pense que pas mal de personnes ne doivent pas savoir, c'était un éditeur de jeux d'arcade et qui était sa spécialité, c'était les shoot 'em up, dont les Danmaku. En fait, c'est les jeux sur des shoots avec des affichages avec des milliers de tirs à l'écran, et en fait c'est plus un jeu d'esquive et de survie que de tuer les vaisseaux en face, quoi. Et en fait cet éditeur a arrêté complètement sa production il y a quelques années et s'est mis à faire du jeu pour téléphone portable, parce qu'il a dû se dire que c'est plus rentable, c'est beaucoup plus rentable, beaucoup moins cher à programmer, pas de PCB à fabriquer, puisque Kev avait mis au point ses propres PCB, donc il les faisait fabriquer, etc. Donc ça a un coût, sans parler du cap kit, donc la boîte, les flyers, etc. Ça avait un coût. Et puis vu qu'il y a moins en moins de salles pour les exploiter, voilà, quoi. Et donc ils ont décidé d'arrêter. Donc, peu d'éditions. Et le prix a monté en flèche, on va dire. Ça a explosé. Les prix ont été multipliés par, je sais pas, pour certains titres, ils ont été multipliés par 5. Ouais. On va dire qu'un jeu, en fait, à l'époque, qui valait, on va dire, ils étaient assez chers, parce que des jeux neufs, il fallait compter quand même, on va dire, entre 900 et 1000 € un jeu. Ah oui, quand même.
Oui, parce que là, c'était, ils étaient après, c'est des jeux qui sont vendus pour des exploitants. Oui, non, mais. Okay. Voilà, donc ce sont des jeux pour des exploitants. Donc, en fait, une borne, faut se rappeler que c'est une machine à sous. Oui, c'est ça. C'est que, oui. Donc, c'est censé rapporter de l'argent. Et puis, tu t'adresses à des professionnels. C'est-à-dire qu'un investissement de 2000 euros pour un professionnel, c'est pas le même que pour un particulier, quoi. Tout à fait. Ah oui, voilà, dans un particulier, il va pas. Oui, il gagne rien dessus. Oui, c'est pour y jouer, c'est pour faire jouer. Oui, voilà. Tes enfants, tu vois. Ton argent de poche, je te le donne en pièces d'€1 et puis ça sera €1 le crédit. Je sais pas si tu serais d'accord de payer ton jeu PS4 à 1000 balles. Donc, je suis pas d'accord pour payer la PS4 1000 balles déjà, donc. Oui, donc voilà, et bon, après c'était le prix de vente, on va dire officiel, entre 800 et 1000 balles. Et le prix, maintenant, sur certains titres, on est passé à 5000, 6000 €, voire plus. D'accord. Puisque demande, rareté, les personnes qui en ont, ils les vendent pas, ils les gardent. Et ça, après, ces prix-là, il faut bien se dire que c'est les prix en full kit, hein, donc dans la boîte d'origine, avec tous les flyers, etc. Quand il est vendu en loose, ça décote un peu, mais ça reste très très cher. Surtout le Kev. Hein. Le Kev, c'est vraiment, je pense que c'est, on va dire, c'est la version, c'est ce qui est le plus coté à l'heure actuelle. Au niveau de l'arcade. Voilà. Ok. Mais voilà. Sinon, au niveau des tarifs, c'est vraiment, ça part à tous les prix. Hein. Alors, mais celui qui veut commencer avec du CPS2, par exemple un Street Fighter 2X. Bon, il faut compter, là, les prix, il faut compter peut-être, je dirais entre 200 et 300 €. Alors du coup, pour un Street Fighter 2X, qui est quand même le plus emblématique des Street Fighter. Hein. Après, du coup, je récapitule un tout petit peu. En fait, tout dépend en fait de ce que tu prends comme choix de départ. Parce que si tu prends un truc sur PCB, comme on disait, en Connected JAMA, ça veut dire qu'il faut bien que les gens soient conscients qu'à ce moment-là, que tu veux changer le jeu, tu es obligé d'ouvrir ta borne, de virer le PCB, de refaire les branchements. Même si c'est pas compliqué, tu fais pas ça tous les matins, quoi. Alors, voilà, d'abord, il faut mieux éviter le branchement de jeu. En fait, il faut pas s'amuser à switcher de jeu. Enfin, sur une borne, il faut pas s'amuser à switcher de jeu. C'est pas comme une console où on allume, on joue 5 minutes, on ressort le jeu parce que on en a marre. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux jouer toute la journée et changer le lendemain. Ou alors jouer le matin et changer éventuellement une fois l'après-midi. Parce que en fait, la borne d'arcade, déjà, en elle-même, elle aime pas ça. Surtout les écrans. Puisque les platines, elles sont censées marcher en continu. Et allumer, éteindre, c'est ni bon pour la PCB, ni bon pour l'écran, non, aussi. Donc, on évite de faire ça. C'est un conseil. Et puis après, c'est chiant aussi. Au niveau du branchement, c'est pas non plus très simple, mais il faut faire attention aussi au voltage, par exemple. C'est très important aussi sur les jeux, puisque tous les jeux ne consomment pas la même puissance. D'accord. Donc il y a un voltage à respecter, qui est le 12 volts, qu'il faut le tester à chaque fois qu'on met un jeu. D'accord. Ah oui, donc vraiment tu changes pas à la volée, quoi. Il te faut un multimètre, ou alors, moi, ce que j'avais fait, parce qu'au début, je le faisais au multimètre pour vérifier. En fait, si tu veux, le jeu, il est alimenté en 12 volts par le JAMA, mais il consomme plus. C'est-à-dire que si ça descend en dessous de 12 volts, le jeu peut planter. S'il y a un peu plus de 12 volts, le jeu peut cramer, on va dire. Après, il y a une marge d'erreur, c'est pas non plus... voilà. Voilà. Mais il faut, ça, c'est un truc à surveiller quand on change un jeu. Donc c'est un truc à vérifier. Donc moi, ce que j'avais fait, et ce que je conseille, et beaucoup de personnes qui ont de l'arcade le faisaient, c'est qu'en fait ils branchaient, ils soudaient sur leur pen JAMA. Il y a le 5 volts et le 12 volts à surveiller. Donc ils branchaient un petit afficheur LCD qui te donnait la tension et qui te donnait en fait le voltage. Donc voilà. Donc le 5 volts est plus important que le 12, le message. Mais surtout sur les jeux. Donc voilà, c'est le 5 volts qui est très important à surveiller. Le 12 volts, après, ça dépend en fait des systèmes. Mais de toute façon, donc ça, c'est important à surveiller. Si tu mets un jeu à 900 balles, t'es pas à ton petit écran LCD en plus, quoi. Voilà, par exemple, si tu achètes un Kev que tu as payé, je sais pas, 1800 €, et que tu ne vérifies pas que ton 5 volts est bien nickel, et que tu es à 6 volts ou 7 volts, adieu le jeu, quoi. Ouais. Donc on en revient en fait à ce que je disais au départ. C'est quand même
même s'il faut pas forcément un gros niveau en électronique, j'imagine que sur les forums, c'est bien, tu trouves des explications et Non, tout. en fait, c'est très simple. Mais il faut quand même un peu de notion. Voilà, il faut se renseigner. Hein. Moi, c'est pareil, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien du tout. J'étais sur des forums, je me suis renseigné, j'ai beaucoup bouquiné. D'ailleurs, on donnera ton numéro au téléphone perso à la fin du podcast pour les gens s'ils veulent s'y mettre. Bien sûr. On t'a pas dit. Bon, pourquoi pas, mais je vais être un peu... Bon, après... voilà. Donc, non, mais faut potasser un peu. Après, il y a des forums spécialisés où les personnes donnent des conseils, il n'y a pas de souci. Quand même, le milieu est assez, on va dire, bienveillant. C'est une communauté qui est quand même restreinte, et du coup... Voilà, c'est pas tu sais rien, mais démerde-toi. Ouais, non, débrouille-toi. Tu seras quand même conseillé. Moi, je vais revenir sur un truc. Que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que les bornes en France étaient importées. Moi, je suis allé avec toi récupérer plusieurs bornes, donc je vois dans quel état elles étaient. Elles arrivent dans un sale état. Donc en gros, aujourd'hui, est-ce que c'est facile de restaurer une borne ? Est-ce qu'on peut trouver des pièces déjà aussi ? Et combien ça coûte ? Au final, alors c'est vrai que c'est compliqué. À l'époque, quand moi j'ai acheté les miennes, vu que beaucoup d'importateurs étaient encore sur le marché, c'était assez simple, on va dire, de choper des pièces, puisque en fait, si tu te rappelles bien, quand j'ai été chercher je sais pas si tu étais là, non, tu étais peut-être pas là quand j'ai été chercher la deuxième. En fait, une fois par an, ils faisaient du déstockage de pièces, puisqu'en fait, ils faisaient venir une quantité énorme de bornes, et en fait, sur les bornes qu'ils récupèrent, il y en a certaines, les écrans sont tellement rincés qu'en fait, ils peuvent pas les vendre. Donc, ils récupèrent des pièces d'une borne à l'autre, où tu as certaines personnes qui voulaient un écran nickel, donc ils prenaient l'écran qui était nickel. Donc, il y avait des carcasses qui restaient, et puis des pièces. Ouais. Et une fois par an, ils déstockaient en fait les carcasses et puis les pièces, et puis on venait récupérer. Donc c'est comme ça que j'ai pu récupérer une carcasse complète. Après, j'imagine il y a des trucs c'est plus facile. J'imagine que les sticks et les boutons, ça c'est pas très dur à trouver. Alors ça c'est hyper simple. Sanwa, et même sur Amazon t'en trouves. Ouais. Voilà, en fait les sticks Sanwa, Semitsu et tout ça, en fait tu trouves ça partout, puisque c'est encore utilisé dans tous les sticks arcade de bonne qualité pour les consoles. Ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai deux qui me servent pour la PS4. Voilà, à l'origine, il y en avait une qui s'était pas dessus, je les ai changés, j'ai acheté du Sanwa et hop, j'ai tout changé, quoi. C'est archi simple à faire. Tout ce qui est câblage, on va dire, c'est pareil, c'est archi simple, puisque en fait, c'est que du petit fil d'électronique, hein, tu trouves ça partout, on va dire. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est peigne JAMA, c'est archi simple aussi à trouver, puisque tout ça, la plupart, c'est fabriqué en Chine, et tu trouves ça facile sur AliExpress, ou voilà, quoi. Oui, ça se fabrique facilement. Tout ça, c'est, on va dire que tout ce qui est en dehors de la platine électronique de l'écran, tout peut se trouver. Ouais. Même les alimentations, on va dire, les alimentations de bornes, ça peut encore se trouver, puisque on va dire qu'il y a des alimentations génériques qui sont fabriquées. Tu trouves des trucs qui sont compatibles, quoi. Si tu trouves pas la pièce d'origine, mais tu trouves quelque chose de compatible. Voilà, même si tu trouves pas la pièce d'origine, tu peux adapter des pièces génériques. Donc c'est faisable. On va dire que c'est pas bon. Certaines personnes vont vouloir récupérer la lime d'origine. Mais comme dans la restauration automobile, Thomas a fait un parallèle qui était très juste avec ça. C'est la même chose. Tu acceptes ou non de remplacer certaines pièces par des neuves qui sont de caractéristiques équivalentes, mais voilà, ok. Mais c'est faisable, on va dire, si tu te chopes une carcasse d'une Astro City, tu peux tout à fait par exemple, si tu n'as plus d'écran, si tu n'as plus d'alim, tu peux tout te refaire, on va dire, en cherchant bien, tu peux trouver. C'est pas impossible. Tu dis, c'est la platine de l'écran qui est le plus compliqué, quoi. Voilà, la platine de l'écran, en fait, ça va être très compliqué parce que ce n'est plus fabriqué. À un moment, les Chinois avaient sorti des platines compatibles, qui étaient des platines Weiwa, si je me souviens bien. Mais en fait, donc ça faisait l'affaire, ça marchait. Mais en fait, beaucoup de personnes sur les forums où j'étais, en fait, en étaient très mécontents, puisque l'image était, on va dire, moins belle qu'à l'origine, quoi. Puisqu'en fait, tout se fait en fait, toute l'image, en fait, c'est la platine qui gère tout. L'écran en lui-même, c'est juste un tube avec un canon à électrons, et puis c'est tout, quoi. C'est la platine qui fait vraiment tout l'affichage, la finesse de l'écran, enfin la finesse de l'affichage, c'est la platine. Donc les Chinois, ils n'étaient pas aussi bons que les Japonais, quoi, parce que la plupart des écrans, c'était du Toshiba.
Ah voilà, encore une guerre sino-japonaise, voilà. Donc, bravo. J'ai déclaré la guerre. Mais donc voilà, il y a eu des platines, on va dire, de remplacement qui ont été créées, enfin, qui ont été fabriquées en Chine, que tu pouvais trouver facilement. Maintenant, je ne saurais dire, je sais pas s'ils en font encore. Même eux, je pense qu'ils ont arrêté d'en fabriquer, puisque maintenant, voilà quoi. Même en Chine, il n'y a plus de tubes cathodiques d'exploiter, quoi. Ouais. Donc plus ça va aller dans le temps et plus ça va être compliqué. Donc plus voilà, à part si c'est juste un problème de condensateur, on va dire que ça va. Si c'est un problème au niveau je sais qu'il y a souvent c'est les platines, c'est une partie l'alimentation électrique de la platine qui est souvent en cause et qui se met à couler sur les platines et souvent c'est irréparable ça. Donc même avec un cap kit, souvent les platines sont HS et elles ne peuvent pas être rattrapées. Donc voilà, on va dire que l'arcade, il faut savoir que on va dire que on passe du temps à jouer, mais des fois on passe autant de temps à réparer, on va dire. Oui, donc on revient aux voitures, hein, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps à rénover et restaurer ta voiture, mais tu passes plus de temps dans le garage qu'à rouler avec. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire que si la personne veut se lancer dans l'arcade, il ne faut pas qu'elle ait peur de mettre les mains dans le cambouis. Par exemple, la convergence sur les Blast City c'est un problème récurrent sur les Blast City. Alors c'est que la convergence. En fait, la convergence, on va dire que c'est le tube cathodique. Enfin, au niveau du tube, en fait, il y a par exemple, s'il y a un score de marqué dans l'angle, il va légèrement se dédoubler. Oui. Je vois bien. Ça va faire un effet de flou et en fait, il va se dédoubler légèrement. C'est ça la convergence en fait. Et le problème sur les Blast City, c'est ça. C'est qu'au niveau des quatre coins, en fait, le centre est nickel et au niveau des quatre coins, la convergence est pas terrible puisqu'en fait, c'est un problème juste d'aimant. Oui. Puisqu'en fait, si tu prends ton tube, derrière, tu as le canon à électrons et tu as des petits aimants qui sont sur des petites plaquettes. Et c'est ça qui te gère en fait la convergence de l'écran. En fait, ça permet de répartir le flux électrique c'est ce qui dans pilote, l'écran. c'est ce qui pilote le canon à électrons. Oui. Voilà, tout à fait. Rappelez-vous, c'était expliqué en cours de physique. C'est un petit cours de physique. Donc voilà. Donc ça, c'est facile à réparer, par exemple. Mais par contre, il faut savoir qu'il faut démonter l'arrière de la borne, qu'il va falloir décharger le tube électriquement puisque c'est très dangereux, parce qu'il faut savoir que c'est de la haute tension. Oui, clairement. Donc, oui, on peut s'électrocuter là, faut pas faire n'importe quoi. Donc il faut décharger le tube. Alors ça c'est pareil, c'est très simple à faire, mais il faut savoir comment le faire. Donc, et il faut surtout pas l'oublier parce que il y a des châtaignes à se prendre quoi. Donc c'est assez dangereux. D'ailleurs c'est marqué, il y a un gros logo derrière de la borne avec le petit éclair là, donc il faut faire attention et décharger le tube. Et là on peut intervenir soit sur la platine s'il y a besoin de faire un réglage ou de changer quelque chose, ou de régler les petits rajouter des petits aimants à l'arrière pour corriger le problème de convergence d'ailleurs que j'avais fait sur la mienne et qui avait résolu le problème. J'avais posté ça sur Twitter à l'époque. Je me souviens. Donc, tu te souviens ? D'accord. Voilà. Donc, ok. Donc, du coup, là, on a parlé des bornes, etc. Donc, ça demande du boulot. Moi, j'ai une question quand même, parce que là, on parlait des bornes génériques Astro City, Blast City, qui sont voilà. Ça, c'est les plus connus, mais après, il y en a beaucoup d'autres. C'est les plus connus. Il y en a plein d'autres. Mais moi, surtout, c'est une question. Thomas, tu lis dans mon esprit. C'est merveilleux. Parce que, bon, si je veux Mario Kart, tu vois, dans mon bureau. Mais oui, tu vois, on est connectés. Tu vois, c'est pour ça fait, tu vois, presque 2 ans de podcast maintenant. Mais du coup. Alors, j'espère pour toi que tu as de la place. Oui. Puisque. Alors, les bornes spécifiques, en fait, tu peux faire tourner qu'un jeu dessus, voire adapter des jeux de même génération qui utiliseraient le même système. Par exemple, je sais que sur certains types les Sega Rally, etc., on pouvait adapter sur une Sega Rally 1, on peut faire ça tourner une Sega Rally 2. Daytona USA en bricolant, à mon avis, tu dois faire tourner Sega Rally. Voilà. Tout à fait. Ouais, mais moi, par exemple, imaginons, Guillaume, je vais acheter une Sega R360. Est-ce que ça se trouve ? Alors, c'est précis. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Là, c'est 20 francs la partie. Je sais qu'il reste... on peut encore en trouver... Alors, je n'ai pas les adresses, mais je sais qu'il
Il y a encore encore un importateur, je crois, qui fait encore de l'import de bornes, parce que du coup, en France, la plupart ont arrêté. Je crois qu'il en reste encore, mais ils font plus trop. Maintenant, ils se sont mis un peu aux bornes qu'ils fabriquent eux-mêmes et qui vendent une fortune. Mais sinon, oui, ça peut encore se trouver. Par contre, il faut énormément de place. Hein. Donc, il faut avoir un hangar ou alors un salon de 100 mètres carrés. Et puis, je pense que en plus de l'électronique, il faut avoir des compétences en maintenance hydraulique. Je dis. Alors voilà. Oui, alors, mécanique, ça c'est en plus parce qu'il faut savoir que du coup, ce qui parle bande dédiée, donc souvent vérin, etc. Donc ça rajoute au problème des bornes standards, on va dire des bornes génériques. Alors, je te coupe juste 2 secondes, juste pour dire, parce que là j'ai utilisé la R360. C'était une borne en fait qu'on voyait souvent en France dans la tête dans le nuage, qui était une chaîne de salles d'arcade qui existait en France. Mais à Bordeaux, il y en avait une. Il y en avait une à Bordeaux, entre autres, à Paris, celle qui était super. Elle existe et cette borne R360. Encore, je crois. Hein. Il reste une, je crois, sur Paris. Peut-être, je ne sais pas. Quand je retournerai pour le boulot le mois prochain, j'irai voir. Mais une borne R360, c'est une borne de Sega en fait, où effectivement, comme son nom l'indique, ça tournait dans tous les sens. Tu en avais une qui ressemblait un peu à ça, qui était l'Afterburner de chez Sega aussi. Voilà, qui te permet de piloter un avion de chasse et tu faisais des loopings. C'était une espèce de boule sur vérin. Oui, voilà. mais c'est ça. C'est exactement et ça prend énormément de place. Donc voilà, ça c'est de la maintenance supplémentaire à faire, quoi. Donc ça c'est encore bon ça. Et puis je pense qu'il faut que tu contactes aussi ton fournisseur d'énergie pour le prévenir. Ça doit. On va passer à 64 ampères. Je sais pas, ouais, ça doit consommer un peu plus qu'une borne générique, j'imagine, mais oui. Après, d'ailleurs, sur l'électricité, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toutes les bornes japonaises sont en 100 volts. Oui, mais ça. Donc il faut penser à mettre un transfo. Hein. Faut pas faire comme certains, je l'ai vu sur un forum, achète une Astro City, la branche sur le 220 et puis comprend pas pourquoi elle marche pas. Ouais il a tout cramé. Pardon. Pardon, mais là, ça me fait marrer. Bien joué, t'es content là quand t'as dépensé des milliers d'euros? Oh bah, sans blague. Ah, surtout qu'à l'époque, ça avait fait assez jaser, les mecs s'étaient foutus un peu de sa gueule, mais enfin. Où il y avait une personne qui avait acheté une Versus City, donc c'est pour vous donner une idée, c'est 2 Blast City collées l'une à l'autre, et qui n'avait pas pensé en fait à la taille et ne pouvait pas la rentrer dans son salon et aller rester sur le palier de son immeuble pendant une semaine. Non mais bon. Les voisins étaient contents, ils pouvaient faire des parties. Oui, ça passe pas par la porte, c'est dommage, il faut y penser, ça aussi, les bornes sont larges. Donc ça c'est en fait, c'est tout con, mais... oui, mais on revient à ce que disait tout à l'heure Bruno, c'est fait pour des professionnels. Voilà, donc il faut quand même penser, voir si ça passe les portes, etc. Parce que c'est large une borne, donc ça peut poser des problèmes. Mais alors, on parle des bornes un peu rétro, mais il y a des bornes modernes aujourd'hui? Alors oui, il y a beaucoup de... ça sort toujours en fait. Hein. L'arcade n'est pas complètement mort. Hein. Est-ce qu'il y a une Astro City, genre Astro City 2020 par exemple, un truc... Non, alors Sega a arrêté en fait tout ce qui est les Sega. Sega continue, je crois, à faire des bornes, mais non, les Astro City c'est fini. Oui, enfin je disais ça, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a non, maintenant c'est... On va dire que non, il n'y a plus de bornes génériques. Tout ce qui est bornes génériques, ça n'existe plus, on va dire. Maintenant, c'est exclusivement du dédié. Puisque en fait, c'est pour les parcs d'attractions en fait. Voilà. Il faut attirer le chaland quoi. Il faut du plus. Si tu as une borne énorme, Star Wars avec un écran qui fait 360 degrés, avec un son Dolby Digital, etc. Ça attire le client. Ou alors comme la borne. La Darius. La Darius, la Another Chronicle, qui est monstrueuse où on peut jouer à 4. Si vous la voyez ça un jour cette borne, elle est... Ah, ça aurait été mon Graal. On y a joué avec Thomas à Mikado à Tokyo. À Shinjuku. Et c'est énorme. Petite salle d'arcade très sympathique que je vous invite tous à visiter quand on pourra retourner au Japon, à Shinjuku, qui se trouve une petite rue. C'est à faire, hein, c'est une des meilleures salles au Japon. Enfin, une des salles qui est mythique, survit, quoi. Ouais, qui survit et qui il s'en sort bien. Oui, effectivement, la borne Darius, c'est... La borne Darius, c'est 4 joueurs d'affilée.
L'écran, il est panoramique. Il a un son avec des boomers sous les sièges. Limite, ça aurait été mon Graal moi, de borne. Bon, c'est impossible parce que dans un appartement, c'est juste, mais c'est inimaginable. C'est pas possible. Il faut avoir une cave pour mettre ça, ou il faut de la place, quoi. C'est énorme. Donc, les bornes, tout ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a des solutions, entre guillemets, un peu plus abordables si t'as pas des milliers d'euros à sortir? Au niveau de quoi? Au niveau je veux jouer à un jeu d'arcade, mais tu vois, j'ai pas les moyens d'acheter un jeu en CPS2, j'ai pas les moyens d'acheter une borne complète. Genre, émulation, tabletop, ou tout comme ça, c'est... Mais tu prends une Neo Geo Mini. Voilà. Ouais. Après, on va dire que la meilleure solution, c'est c'est l'émulation. Alors, soit sur PC, soit sur Raspberry, avec la Recalbox par exemple, qui te fait tourner tout le système de jeu arcade quasiment. Donc, tu as plein de systèmes d'arcade qui peuvent être joués en émulation, et puis tu branches un stick arcade et c'est quasiment kiff quoi. Ouais. Bon, bien sûr, vous bien notez que tous ceux qui nous écoutent, si vous faites de l'émulation, vous devez avoir les jeux en vrai à côté. Voilà. Donc pensez à acheter votre carte Street Fighter Third Strike à 800 boules pour pouvoir y jouer en émulation. Bien sûr. Même si la loi française ne dit pas ça. Non, la loi française ne dit pas, et surtout qu'après il faut le trouver, puisque même le Third Strike, c'est pas évident d'en trouver. Donc, il n'y en a pas tous les jours en vente. Donc, Et du coup, tiens d'ailleurs, tu vois, je me posais la question, sur ces forums donc spécialisés, tu trouves des plans pour faire par exemple des découpes contreplaquées et te faire entre guillemets ta borne à toi? Oui, alors il y a plein de tutos, même tu trouves des tutos sur YouTube et tout ça. Il y a des personnes qui en ont fait. Construire sa borne, en fait, c'est pas si compliqué. Bon, après, j'ai vu des bornes qui étaient faites maison, qui étaient affreuses. Bon, après, si tu... Oui, bah ça, voilà, mais si tu traînes sur Jackie PC, voilà, tu trouves des PC dégueulasses aussi. c'est Tout le monde n'est pas forcément doué en menu. Voilà, donc avec un peu de... Voilà, avec un peu de temps, avec un peu de soin, tu peux parfaitement créer ta borne en bois avec un rendu... Voilà, tu mets un petit écran avec un petit écran LCD, avec un Raspberry, avec un petit écran LCD, un petit Raspberry, et c'est parti. Le panel, tu peux te le refaire, puisque tous les boutons, tous les joysticks, tu peux tout trouver. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Limite, ce serait même... je pense que c'est la solution la moins coûteuse, on va dire, si tu veux avoir une borne chez toi sans vouloir acheter. Voilà. Oui, puis tu peux la faire plus fine aussi, du coup, parce que tu n'as pas de voilà. si c'est un LCD. Après, tu peux la faire plus fine, tu peux faire un bar top même à la limite, parce que le bar top, tu peux le poser sur ton bureau et ça revient en même. Parce que j'ai des tabletop, c'est ça. Sur un bar top, tu pourras pas jouer à deux, tu pourras pas te fighter avec Thomas à Street Fighter par exemple. De toute façon, je suis nul. Difficilement. Ouais, bon. Donc bon. Mais oui, non, mais c'est complètement faisable. C'est même le plus simple, on va dire. Mais après, il faut bricoler. Il faut faire un peu de menuisier. Oui, après, encore une fois, les contraintes ne sont pas les mêmes en termes de poids. Oui. Un LCD, ça pèse 5 kilos. Après, il faut un écran. En fait, c'est quoi? C'est un écran de PC que tu prends ou une petite télé éventuellement. Si tu mets un Raspberry, oui. Voilà. Donc avec un Raspberry dedans, voilà. Ça, tu peux très bien faire ça. Okay. Ou alors, tu peux très bien le faire avec la base d'un Super Gun. Tu peux très bien avoir le jeu d'origine, faire ta propre borne, mettre dedans un Super Gun, brancher et si tu veux, brancher un jeu d'origine qui te coûte pas très cher, parce que ça c'est encore faisable. Tu peux trouver un Puzzle Bubble, c'est encore, c'est tout à fait abordable. Et là, tu as le jeu d'origine, on va dire, c'est pas le... Mais bon, après, la guerre entre les jeux d'origine et l'émulation... Non, mais je pense ça, et puis je mettrais une NES Mini à l'intérieur. Par exemple, voilà. C'est pourquoi pas, je veux dire ou une t'as vu les manettes de la... Enfin, bref. Mais sinon, moi la solution, je pense que pour les gens comme moi ou qui n'ont pas d'argent pour ça et qui n'ont pas la place, t'achètes là une Astro City Mini la qui Mini, va sortir là à 99 €. Ah oui. Et voilà. Ça me tente d'ailleurs bien assez. Je suis assez tenté en fait de me la prendre. Je la trouve simple. En passant, pour ceux qui sont intéressés par les jeux d'arcade, alors c'est pas vraiment de l'arcade, mais par les types arcade japonais, machin, t'as la mince.
La NEC Mini. Ouais, là. la NEC Mini, la PC Engine Mini qui me tente aussi d'ailleurs. Qui est un très bon choix parce que les Neo Geo Mini c'est un peu plus compliqué. Faut regarder. C'est pas génial, ouais. Non, c'est pas top, ouais, mais, moi, je suis pas... mais c'est vrai que la PC Engine Mini ou même la New Astro, l'Astro City Mini, là, ça a l'air pas mal, quoi. Ouais, faut voir, ça peut être pas mal. Ça a l'air pas mal, et même il y a un stick arcade avec le panel d'origine qui tombe bien, qui est pas mal, qui a l'air sympa. Oui, qui est un peu quoi, 300 et quelques par contre celui-là. Je sais plus. Mais en fait, t'as pas les jeux, hein, c'est juste un stick arcade, mais qui a l'effigie de la mythique Astro City, quoi. Donc, voilà. Après, si vous avez envie de rigoler, vous prenez l'espèce de double joystick Capcom là qu'ils avaient sorti. Ah oui, ouais, bon, ça c'est qui était horrible. Qui était assez moche, ouais, d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Mais voilà, ce type de système, ça permet de jouer à des jeux d'arcade à la maison. Oui, pour pas trop cher. Pour pas trop cher, on va dire, puisque au final, c'est légal en plus. Donc il n'y a pas de. Ah oui, non, mais... C'est totalement légal, c'est vendu par les marques, donc voilà. Regarde, j'ai même pris. Moi, j'ai pris la collection Beat'em All Capcom sur Steam là, il y a quelques mois. Avec un stick arcade, tu t'y croirais presque. Hein. Ouais, c'est clair que rejouer comme à l'ancienne. Donc voilà. Ok, ben je crois qu'on a bien fait le tour. Hein. En tout cas, c'était intéressant parce que moi, il y a plein de questions que je me posais là-dessus depuis très longtemps et que au moins, j'ai pas eu à fouiller sur les forums. Ouais, voilà, c'est ça, tu as gagné du temps. C'est ça. Tu peux courir maintenant, essayer de trouver une Astro City pour mettre dans ton salon. Et madame sera contente. Voilà, t'as entendu parler du WAF Factor. Oui, ça c'est les bornes arcade, ça marche pas. C'est très connu c'est vrai que c'est assez compliqué pour le pour la jante Finimine, ça a du mal à passer. Ou alors faut trouver si tu mets un puzzle de bubble dessus et souvent ça passe. Non. Allez, les jeux de puzzle souvent ça dépend de ta femme en fait. Oui, après si ta femme n'aime pas du tout les jeux vidéo, c'est compliqué. C'est sûr. Elle aime pas les câbles, elle aime pas l'électronique. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais oui, soit. Ok, je crois qu'on a bien fait le tour. Je pense pas qu'il y ait des choses à rajouter, mais je pense pas. D'autres questions, je sais pas. Non, moi ça va, j'ai fait le tour. Écoute. Bon. Alors d'ailleurs, il y a quand même une chose qui est un petit point supplémentaire, un truc qui est très triste que je trouve quand même. Qu'aujourd'hui, l'endroit où tu trouves les bornes d'arcade en France, c'est globalement sur les heures de repos sur les autoroutes. Bah ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Ou dans les vieux bars. Oui, dans les vieux bars. Tu en trouves encore dans des bars de province perdus. Tu trouves des vieux. Moi j'étais tombé sur des trucs, j'avais halluciné quoi. J'étais tombé sur un Captain Commando il y a 2 ans. Dans un bar perdu. Voilà, écoute, là par exemple, je vais pas dire où je vais, mais cinéma, je pars. Ouais, et je pars dans quelques jours en vacances dans la montagne. Et je sais que là où je vais, il y a une salle où il y a Time Crisis 2. Ah oui, à Cotteret. Ah bah voilà, si tu dis où je vais aussi maintenant, les gens vont pouvoir me talker, tu vois, avec 4 auditeurs, il y a sûr qu'il y a un fou là. Ah ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'on trouve ça en fait dans les lieux de vacances qui sont ouverts que l'été ou que l'hiver, ou sur les aires de repos d'autoroute. C'est fini les salles d'arcade ou les bornes dans les bars. C'est dommage parce que moi je me rappelle quand j'étais encore à l'école et que j'allais au bar, j'allais jouer à Raiden, un petit Raiden 2 qu'il y avait dans le bar. Mais moi j'ai découvert les jeux vidéo au collège avec un milk bar. Voilà, avec un milk bar à côté de mon collège, c'est ça. Qui avait une quarantaine peut-être pas une quarantaine, mais qui avait une bonne vingtaine de bornes d'arcade. C'est beaucoup. Ah oui. Et c'est là-dessus que j'ai fait c'est là-dessus que j'ai fait mes premiers. Ouais, mais c'est là où j'ai joué à Shinobi, Wonder Boy, tous ces jeux-là, quoi. Ouais. C'est là où je me suis fait ma culture jeux vidéo, en fait. Parce que à la maison, j'avais une NES, mais c'est tout, quoi. Oui, non, mais il faut le truc aujourd'hui, je pense que les jeunes d'aujourd'hui se rendent pas compte, c'est qu'à l'époque, tu rêvais les jeux en arcade. Pour toi, c'était le luxe. Parce que l'arcade, c'était vraiment le haut de gamme du jeu vidéo. C'était impossible d'avoir ça à la maison, quoi. Encore une fois, tu sors de Mario 1, Mario Bros, et tu vas voir, mais même une borne comme Shinobi, quoi. Enfin, Shinobi, et on parle d'un jeu 16 bits, quoi. Tu vois, c'était pas non plus... mais c'était magnifique. Et de toute façon, tu le vois encore, hein, tu prends la version Shinobi et Fight. arcade et la version console, ça n'a rien à voir. Hein. La preuve, c'est que quand même, les slogans des machines 16 bits, c'était l'arcade à la maison. Oui, enfin bon, c'était un peu exagéré. C'était faux. Non, mais c'était complètement faux. Tu prends Final Fight, tu prends la version Final Fight d'arcade et tu la prends sur Super NES, c'est le jour et la nuit, quoi. Faut voir aussi que la taille du jeu en arcade, quoi. Elle faisait 2 fois la taille de la console, quoi. Il faut se dire que au niveau composant, ça avait rien à voir. Et même Street Fighter 2, tiens, tu vois, une anecdote, quand Street Fighter 2 est sorti sur Super NES, moi, j'ai pas pu y jouer. Moi, j'y avais joué en arcade, je le trouvais incroyable en arcade.
quand j'ai vu la gueule qu'il avait sur Super NES, le jeu était Et encore, Super NES, pas mauvais. Hein. C'est une très bonne adaptation. Oui, c'était l'une des meilleures, mais ça reste... Enfin voilà, c'était pas le même effet, quoi. Oui. Mais disons, on a tous eu ce moment de déception de recevoir la version 8 bits ou 16 bits console et se dire en fait c'est moche. Ouais, c'est moche, c'est mou. Sont les arrière-plans. Voilà, les animations. Mais il y avait pas il y avait des bonhommes derrière qui applaudissaient. Là, ils y sont pas dans la version console. Ouais, c'est ça. Tout était rogné, quoi. Les étapes d'animation, enfin tout, le son, ça avait rien à voir. Là, oui, c'est ça que. Quelle époque. Oui. Donc, on va conclure sur ça. J'ai envie de dire. On est vieux. On est vieux et on va se faire un petit à part ça après là. Et bien on se retrouve tout de suite. Ouais, rapide. Et c'est la rubrique à part ça, c'est la rubrique pour tout, on parle un peu d'actualité, de tout, on réagit à certains sujets du moment. Il s'est passé pas mal de choses fin août, début septembre, dont entre autres pour commencer la révélation de la date de sortie et des prix de la nouvelle Xbox. Écoute Bruno, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors après, est-ce que ça a été orchestré par Microsoft ou pas, le leak, on sait pas trop. Apparemment c'est une fuite qui nous a annoncé ça et ils l'ont officialisé. Moi je disais, ils ont bien réagi, en tout cas si c'est pas orchestré, chapeau au community manager parce que je trouve qu'ils ont géré le truc très très bien sur Twitter en faisant des blagues et en arrivant à rendre ça viral, c'est quand même balèze. Et puis, c'est bien joué. Et puis la grosse annonce, alors c'était un secret polichinelle, c'est le modèle S. Ça avait été leaké dans le Game Pass il y a quoi, une semaine avant ? Oui, ça avait été leaké dans les manettes, enfin on avait les specs complètes depuis 6 mois, c'était vraiment un secret qui n'en était pas un. Après, ils pouvaient... bref. Ce que je disais, c'est que le modèle S est à 300€, le modèle X, donc à 500. On en a discuté, Thomas, toi et moi. Moi, je trouve que le modèle S, ok, c'est un prix plancher à 300€, c'est pas cher pour une console next-gen. Elle est quand même sacrément castrée. Il faudra voir ce que ça donne dans les jeux. Ouais. Mais c'est vraiment un modèle... appel d'offres qui peut être intéressant si on n'est pas à fond sur du jeu compétitif et qu'on fait du solo en Full HD, pourquoi pas, ou sur des jeux indés, je pense que la console elle tient la route quoi. Maintenant, il y a que 200€ d'écart avec le modèle X qui lui sera quand même plus confortable, avec plus de mémoire, plus de stockage surtout, parce que 512Go de stockage aujourd'hui c'est vraiment rien quoi. Moi personnellement c'est pas forcément là où ça me choque, pour situer un peu les choses, en gros sur un chiffre qui est souvent mis en avant par les constructeurs d'un point de vue marketing, qui ne veut pas forcément dire grand chose, mais qui donne une indication de la capacité de la console, c'est sur les teraflops au niveau du GPU. La X, donc à 500, sera avec une puissance d'un peu plus de 12 teraflops. Et la S sera à 4, sachant que la actuelle One est à 1,2 ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ça vous donne à peu près une échelle à peu près de puissance entre les consoles, mais c'est vraiment tout relatif parce que les jeux après derrière en fonction de l'exploitation ça. Oui, et puis même le teraflop ça varie en fonction des systèmes et enfin voilà, donc ça veut pas dire grand chose. Mais ça donne déjà une idée à peu près de où on se situe par rapport à l'actuelle console et ce qui va sortir. D'ailleurs Microsoft a fait une annonce aujourd'hui en disant que même les jeux Xbox One sur la série S seront pas jouables en 4K en fait. Ils seront améliorés mais tu y joueras pas en 4K. Bon. Bref, c'est une console qui peut être malgré tout intéressante si tu veux. Oui, bien sûr. Et surtout, c'est ce que je disais, mais là où ils font très mal, c'est ce on en avait parlé d'ailleurs quand on avait commenté cet été la conférence Microsoft, mais cette fois ils l'ont officialisé, c'est le coup de mettre un crédit caché en fait qu'ils appellent abonnement et qui donne avec la console. En gros, ça veut dire que le 10 novembre, puisque c'est la date officielle de lancement, tu pourras aller pour la France à la Fnac ou à Micromania, payer 35€ pour le modèle X ou 25 pour le modèle S pendant 2 ans, une fois par mois en fait, et tu repars avec la console, le Xbox Live et le Game Pass. Ça veut dire quand même que le jour du lancement, pour 35€, tu peux avoir la console et 100 et quelques jeux. Et ça, je trouve que ça fait très très mal. C'est vraiment une offre là... vraiment qui fait incomparable, oui, ça, sur le marché on n'a jamais eu voilà, on n'a jamais eu ça quoi, et c'est quand même ça résout plein de problèmes je trouve qu'ils ont avec leur line-up qui est pas forcément fabuleux etc, mais ils s'en foutent, la console est rétro-compatible, tu peux lancer tous les jeux de la One dessus et encore une fois t'as 100 jeux accessibles directement comme ça, t'auras juste à la brancher sur le net et tu pourras jouer.
J'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous, vu cette offre-là, vous seriez prêt aujourd'hui, genre voilà, en novembre, d'acheter par ce mode de financement? Oui. Moi j'y réfléchis. En fait, moi qui n'ai jamais été Microsoft, pour le coup, de savoir que j'ai que 30 balles à lâcher par mois pour avoir 100 jeux et la dernière machine, je commence à me poser des questions, quoi. Tu vois, moi j'ai jamais franchi le pas de la PS4 ou de la Xbox One sur la génération d'avant, parce qu'il n'y a aucun jeu qui m'a poussé à faire l'investissement de 500 balles. Skill Rap qui t'incite à... Je me dis, ok, ce mois-ci je mets 500 balles pour jouer à ce jeu-là. Et parce que c'est ça, au final. Le jeu il vaut 70 balles et tu achètes la console en plus. Et là tu me dis, t'as 35 et puis t'as 100 jeux avec, et pour les gamins, je me dis, tu vois, je mets la console sur la télé, dans le salon, et c'est bien pour eux. Et il y a un catalogue, et j'ai pas tellement à le gérer, ils peuvent même eux-mêmes choper leur jeu et le faire tout seul, sans me réclamer des sous derrière. Et à 33 semaines que ça se télécharge. Oui, bon, ça c'est chez moi, mais voilà. Mais tu vois, je pense que c'est effectivement une très bonne offre. Oui, tout à fait. C'est vraiment, et c'est simple, et c'est carré, quoi. Donc, de toute façon, on va voir. Là, du coup, Sony est en opposition, en fait, entre guillemets, de force, puisqu'ils vont pouvoir avoir tout le temps pour communiquer. Et le jour où on enregistre, on est le 12 septembre, ils font une annonce donc le mercredi 16, où ils vont annoncer les prix et dates de dispo. Ouais. Et éventuellement, s'ils ont une offre concurrente sur le Game Pass. Ouais, j'y crois pas des masses. Hein, mais, parce que là, je sais pas trop ce qu'ils vont mettre. Là. Sachant qu'en plus, Microsoft a rajouté quand même la petite cerise sur le gâteau, je sais pas si tu as vu, mais dans le pass, ils ont rajouté le EA Access. Oui, tout à fait. Ce qui fait qu'en plus, tu as accès maintenant à des catalogues de chez Electronic Arts. Enfin, une partie du catalogue, c'est pas la version la plus... Mais quand même, il y a pas mal de jeux avec. Donc non, en tout cas, ils ont une offre... Là, ils ont déroulé un truc assez propre, hein, Microsoft, pour le coup. À voir, parce que la marque, en France, elle est moribond, la marque Xbox. On verra ce que ça donne. Mais en soi, oui, ça m'intéresse pas mal, ouais. On verra. Après, Sony peut très bien faire avec son PlayStation Plus la même chose. Hein. C'est pas... Ouais. Oui, bien sûr. Ils vont être un peu forcés. En plus, le Game Pass, en fait, là, on l'apprend, mais ce qui change vraiment, c'est la partie financement de la console qui change la chose. Sur le Game Pass, il existe depuis des mois. Je pense que Sony, s'ils ont été suffisamment malins, a préparé quelque chose de similaire pour la PS5. Enfin, j'espère pour eux, parce que là, vraiment, l'offre est propre, quoi. Et comme je dis, pour plein de gens, étaler le prix de l'achat de la console et le rentabiliser direct avec les jeux, moi je comprends. C'est vrai, pas mal. Et en plus, sachant que tu prends le modèle X, t'as un lecteur Blu-ray 4K intégré, quoi. Oui, tout à fait. Donc, écoute, on verra. On verra bien. On verra bien. On verra ce que ça donne. Mais ouais, maintenant, à Sony, quoi. Alors, soit ils cassent les prix, mais j'y crois pas. On verra ce qu'ils font. On verra la réponse. Là, tout ça, maintenant, ils sont en position entre guillemets, d'ajuster leur prix et leur politique commerciale, puisque maintenant, Microsoft, une fois de plus, a dû sortir des cartouches en premier. Ouais, et donc là, Sony, ils peuvent ajuster. Alors, s'ils n'ajustent pas et qu'ils sont moins bien... Ouais, je les vois mal... honnêtement, faire la PS5 avec le lecteur Blu-ray à moins de 500 €, je sais pas comment ils vont faire, mais vu les... Non, ils la mettront au même prix. Ouais. Oui. Ils vont aligner sur ils vont baisser la PS4 Pro, ils vont la mettre à 250, mais du coup, 300, et puis une PS5 à 500. Ouais, mais du coup, c'est là que ça va être... Et la sans lecteur à 400. C'est ce qu'ils ont fait à chaque fois. Oui, mais c'est là que ça va être très intéressant à voir. C'est justement la première fois que Sony va arriver avec une console théoriquement moins puissante que sa concurrente, au même prix. On verra. Mais c'est la situation inédite. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les mois. Ouais, mais moins puissante. Non, moi, je suis théoriquement. Ça reste. Je suis pas trop d'accord. J'y crois pas du tout. Microsoft, ils ont tout. Ils visent en fait leur politique, c'est que sur la puissance. Mais au final, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des exclus, des jeux beaux, des jouables. Ouais. Limite, la puissance, on s'en fout un peu, quoi. En passant, je conseille la chaîne YouTube qui est très bien, qui a fait une vidéo sur la ligne éditoriale de Sony qu'ils ont construit depuis leurs origines. Très intéressant. C'est Game Next Door. Je conseille la vidéo, je la mettrai en lien sur le podcast. Parce que justement, ça prouve que Sony a vraiment réfléchi ses licences et pourquoi ils sont tellement forts aujourd'hui en exclus avec leur studio, et c'est très intéressant à comparer justement avec l'espèce de bordel de Microsoft qui a racheté plein de studios mais qui aujourd'hui arrive avec tout et n'importe quoi et pas fini, quoi. Donc c'est j'ai même pas retenu en fait les exclus de Microsoft, moi. Dans leur conf. Et
Et réécoute l'avant-dernier podcast. Tout à fait. On en parle. Ouais. Voilà. Et puis bon, dans les... Ubisoft. Voilà, Ubisoft. Reparlons Ubisoft. Oui, parce que justement, d'ailleurs, ils ont avancé la sortie de Assassin's Creed pour coller avec la sortie de la Xbox. Ils l'ont avancé d'une semaine. Mais c'est pas ça dont on va parler, parce que ça on s'en fout. On va parler de leur conférence toute pourrie déjà. Alors... c'est pas une conférence, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme un Nintendo Direct, ils en font régulièrement maintenant. Oui, le Be-Forward. Ouais, le Be-Forward. Mais alors, qui était quand même un moment absolument surréaliste. Honnêtement, moi j'ai vécu un truc, parce que je regardais la vidéo donc de Yves Guillemot qui faisait son mea culpa en expliquant qu'il était conscient de tous les problèmes qu'il y avait dans la société, etc. Et en parallèle à ça, sur Twitter, on avait donc le PDG d'un des studios de Ubisoft, Nadeo, qui a été racheté en 2009, donc c'est pas un rachat récent, qui s'enfonçait dans des justifications à la mort moelle-neu pour expliquer comme quoi il n'était pas fautif de toutes les accusations qu'il avait sur le dos de la journée, en fait. Donc ça, c'était assez... Oui, c'était incroyable. C'était incroyable. Honnêtement, c'était un moment, moi, je suis très curieux de comment il doit vivre actuellement, parce que je serai Yves Guillemot, je fais une vidéo, on fait un Ubiforward, je fais un gros mea culpa en expliquant qu'on va investir de l'argent, qu'on va changer les choses, qu'il a conscience, etc. Parce je pense que là, il a dû péter un cap quand même sur ces dernières semaines. Et là, le même jour, il y a donc une enquête qui sort de Numérama sur Nadeo, donc le développeur de Trackmania, entre autres, qui explique en gros le studio, ok, mais le patron du studio, finalement, c'est quelqu'un d'horrible, de toxique, qui hurle sur ses employés, qui les harcèle, qui est intrusif dans leur vie personnelle, qui les rabaisse, etc. Et le jour où Yves Guillemot sort une vidéo, entre guillemets, pour remettre les choses à plat avant l'Ubiforward, lui, ça sort, et en plus, il s'enfonce sur Twitter et s'expliquer en gros disant... Mais en parallèle, non mais regardez, il y a plein de gens qui disent que je suis très bien. Voilà, il faisait ça en parallèle, quoi. C'était hallucinant. C'était réellement hallucinant, quoi. Il va se faire virer d'une force. Enfin bref. Bon, après, on n'en sait rien. Moi, j'ai lu certaines de ses explications. Il y a des choses... voilà, on n'est pas à la place des employés, mais clairement, les témoignages étaient quand même assez édifiants. Donc, on verra la suite. L'enquête, l'article de Numérama, il était étayé. Recoupé une dizaine de témoignages. Je pense qu'il n'aurait pas sorti s'ils n'étaient pas certains que les faits étaient avérés. Oui, c'était assez étayé. Donc non, et puis même c'était assez étayé. Donc et puis il y a plein de trucs sur lesquels lui-même derrière a dit que oui, ça s'était passé, quoi. Et alors il plaide le quiproquo. Bon, à un moment, la naïveté chez les dirigeants, ça m'énerve un peu, quoi. Genre non, mais j'ai fait un tête-à-tête dans une cuisine avec je suis le patron du studio et je fais ça avec un junior pour lui demander ce qui va pas, et je l'interroge pendant 4 heures. Il s'étonne que le mec le vive mal. Bref. Pendant 4 heures. Ouais, voilà. Ouais, non, mais c'est un interrogatoire, là. Non, mais va lire l'article du Numérama, c'est édifiant. Ça fait froid dans le dos d'avoir des gens comme ça, c'est édifiant. Donc moi, effectivement, je serais Yves Guillemot, là je commencerai un peu à péter un câble sur les équipes management de la boîte, parce que... Donc voilà. Donc voilà, je te dis, moi, à ce moment-là, je suivais la conférence Ubisoft en voyant ça, donc c'était une sensation assez étonnante, et puis ça m'a vite énervé, parce qu'après j'ai vu les jeux qu'ils présentaient, et ça on en a discuté tous les deux, et bon, on va peut-être pas... Oui, il n'y a pas grand chose, c'était pas très intéressant. Non, à part qu'ils ont chié sur mon Prince of Persia, et ça je leur pardonnerai jamais, mais bon, voilà. On en parlera quand il sortira. Mais ça intéresse que toi, donc... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On en parlera quand il sortira, on regardera les ventes. Ouais. Non, mais c'était pas très intéressant. L'Ubiforward, c'est un peu comme un peu les petites micro-confs de chez Sony. Des fois, il y a des trucs intéressants dedans. Il y a un peu du fourre-tout. Bon, oui, voilà, ouais. Il n'y a pas de trucs qui m'ont fait dire waouh, ça a l'air trop bien. Et si je vais juste redire ce que j'ai déjà dit dans un précédent podcast, il faut arrêter de vouloir repomper les ambiances et la direction artistique de Fortnite partout. C'est insupportable. Arrêtez. Oui, parce qu'en final, maintenant, tous les jeux se ressemblent. On dirait des trucs de... Arrêtez de faire ça. On dirait des clones chinois de jeux mobiles. Enfin, c'est horrible. C'est insupportable. Voilà. Les DA, genre Kikoulol, on va faire du fun parce que nous, on est comme toi, jeune. On va faire les aventures et la bagarre. Non, c'est bon. Epic a fait Fortnite. Tout le reste, c'est de la merde. Personne n'en voudra. Déjà que Fortnite... Bon. J'ai jamais joué, je veux pas m'engueuler dessus. Ça marche, etc. Mais voilà, il a son style, le jeu il marche. Ok, arrêtez de vouloir copier un truc en disant chez Epic ça marche. Ça fait des mois que tout le monde veut faire pareil, ça fait des mois que ça marche pas chez les concurrents. Arrêtez. Ouais, si tu veux jouer à un jeu, soyez original. Un jeu qui ressemble à Fortnite, tu joues à Fortnite. Il est gratuit en plus. C'est ça. Pourquoi j'irais payer pour un clone quand je peux avoir le même jeu gratuit qui marche, qui est bien. Si t'es intéressé par Fortnite, tu joues à Fortnite, quoi. Enfin voilà.
Mais on est d'accord. Donc moi j'ai un sujet, sinon un autre. Bah je t'écoute. Donc c'est la présentation des nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia, les séries 3000, qui ont enfin été présentées. Le lavage de cerveau RTX intégral 3000. magnifique. Alors, Génial. effectivement, moi ce qui me fait... Ah attends, calme-toi. Calme-toi tout de suite. Donc ils ont annoncé, donc ils ont fait une belle conférence, etc. en présentant donc leur nouvelle génération de cartes graphiques, Attends. les 3070, 80 et Et 90. surtout, ils ont réussi à le teaser pendant un mois. Voilà, ils ont réussi à faire une super com, etc. Et tout le monde, effectivement, après la conférence, en disant tout ce qui est sorti partout, c'était incroyable. Nvidia a tué Sony et sa PS5. Alors déjà, je comprends pas pourquoi tout le monde dit ça, sachant Quel que rapport? la Xbox One X est théoriquement la plus puissante par rapport à la PS5. Ouais, Oui, en déjà. plus. Je pense que c'est peut-être un côté vis-à-vis du système de stockage, mais qui est à peu près similaire sur la Xbox One. Bref, je comprends pas le rapport. Et surtout, on a bien discuté avec Bruno, on a bien débriefé sur le sujet. Alors, ils ont présenté en disant, voilà, une 3070, etc. En gros, une 3070 aurait la performance d'une 2080 Ti. Serait plus puissante. performante qu'une 2080. Enfin, sera plus puissante qu'une 2080 Ti. Et une 2080 Ti, ça coûtait une blinde. Bah, C'était 1300, 1500. Ça coûte toujours cher, Ouais. je crois. Hein. C'est 1500, 1400, 1300, un truc comme ça. Enfin bref, tu es obligé de vider ton PEL. Et donc là, une 3070 pour un prix annoncé en Founder Edition, donc la version de chez Nvidia directement, donc customisée par Asus, Ouais. Avec etc., le Saphir, ventilo d'origine. à 520 €. Donc effectivement, si tu as acheté une 2080 Ti il y a un an, je pense que tu peux l'avoir très très mauvaise. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, après, comme je dis toujours, le diable est dans les détails. Parce qu'en fait, ils te disent, oui, effectivement, ce sera plus performant. Mais il faut regarder qu'en fait, ils te parlent en 4K. Donc quelle résolution tu joues chez toi? Ils te parlent du DLSS. Donc DLSS, c'est la fonction qui permet en fait de faire tourner le jeu en 720p, puis après faire une sorte d'upscaling pour donner du 4K. Et en général, alors c'est plus jeu que du 4K, mais avec le nombre de FPS du 720p. Mhm. Petite astuce, mais qui tant mieux, ça marche super Ouais, bien. c'est Et pareil. tu l'as déjà sur les RTX 2000, tu as déjà la fonctionnalité. Sous contrôle, par exemple, moi j'avais regardé, ou sur le jeu de Kojima que j'oublie, c'est Death Stranding. Death Stranding, voilà. Ça marche très très bien, c'est impressionnant. Mais du coup, les gens se sont fait lever le cerveau en disant, waouh, c'est incroyable, les performances sont multipliées par 3, par 4, mais les prix sont divisés par 3. En fait, maintenant on se rend compte que quand les prix sortent, que finalement les 3070 elles seront plutôt dans les 600 balles, Oui. Et puis, qui est à Parce peu que près le c'est- même prix que des 2070. C'est pas la version haute en fait. non, Parce qu'après, il y aura la 3080. il y a la 3080, mais en fait, toute la communication de Nvidia était sur le fait que, regardez, même le modèle le moins puissant est plus puissant que le modèle le plus puissant de la génération d'avant. Ce qui est logique après. C'est ça. Sauf que, comme tu dis, alors, j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse sur le DLSS, parce qu'il y a un truc très important là-dessus. Oui, vas-y. C'est que c'est une technologie propriétaire de Nvidia, mais qu'elle n'est pas automatique. C'est pas parce que tu as la carte que tu peux l'activer. Il faut que le jeu le gère. Exactement. C'est pour ça que je disais contrôle et Death Stranding. Voilà. Et quelques autres. Il y en a 3 ou 4. Mais voilà, justement, Oui. ça veut dire que les consoles qui sortent là, la PS5 et voilà, elles n'ont pas cette fonction-là. Elles sont sur de l'AMD. Donc forcément, elles n'auront pas ça. Donc les développeurs, c'est pas forcément le truc qu'ils vont optimiser le plus, parce que le PC reste un marché, surtout le PC très haut de gamme, ça reste un marché niche. Donc on verra ce que ça donne. Mais encore une fois, leurs chiffres étaient biaisés. À tel point que Nvidia refusait que même tous les sites partenaires qui parlaient des cartes ne donnent pas les FPS. Ils donnaient qu'un gain de performance avec toutes les fonctions activées. Voilà. Et là, on a les premiers benches qui commencent à tomber un peu sérieux avec des FPS. Oui, il y a un gain. Enfin, le gain, il est comme les générations d'avant, quoi. Si t'actives, t'es à 20-30% de plus, ce qui est déjà pas mal, hein. On se cache pas. Ça envoie du. Mais non, mais attends, t'es entre une 3080 et une 2080. Ouais. Voilà, la 3080, elle va être à 1000 balles. Oui. Donc, Le truc, c'est que ils vendent le truc en te disant, vous allez voir, effectivement, la moins puissante sera plus puissante que la plus puissante de la génération précédente, mais qui est sortie déjà quelques temps. Et ça change rien au fait que, effectivement, si tu mets les gammes en fait face à face, une 2070 d'aujourd'hui coûtera le même prix qu'une 3070. c'est ça. C'est-à-dire, C'est déjà le cas, je crois. Hein. oui, non, mais c'est ça va être à 550, 600 €. Donc tu vas pas avoir une carte qui est beaucoup plus puissante et qui en plus serait moins chère. Non, tout le monde a dit, ouais, c'est incroyable, elle va être à 520 € en prix Founder Edition, c'est un truc de fou. Moi, personnellement, j'étais là, je fais, ça reste plus de 500 €.
et que les modèles qui vont sortir après de chez Asus, Saphir, MSI, etc. sont plus chers. Et les prix commencent à sortir. Et effectivement, on voit que la moins chère en fait en constructeur tiers, elle est à, je crois que c'était une PNY et qui est à 540 €. Non, ça va encore. Oui, mais ça va, mais c'est quand même déjà un beau budget. Qui c'est qu'achète les fondeurs édition en personne C'est trop bruyant. Quoi. Tout le monde va attendre les versions de chez Saphir ou de chez Pas PNY. forcément, mais c'est introuvable en fait. C'est surtout ça, c'est que c'est introuvable. Mais enfin voilà, tout ça pour dire bravo, le marketing de chez Nvidia était super balèze. Moi j'ai rarement vu ça a été repris partout. Tout le monde a dit waouh, c'est fabuleux, regardez cette révolution. Et c'était leur discours marketing à eux. C'est ça qui était fou. C'est-à-dire que j'ai pas vu, ou très peu. Alors si Gamecult a été plus critique que ça. Comme d'hab quoi. De toute façon les médias fiables. Ils sont comme nous, ils ont pas touché le chèque hein. Non mais c'est ça. Mais on en revient à un truc important quoi. C'est voilà, dans le hardware pas plus que dans le jeu vidéo, mais dans le hardware beaucoup. Il y a beaucoup de presse qui ne fait que relayer les communiqués de presse quoi. Et faut faire gaffe. Quoi. Mais là vraiment, j'ai vraiment assisté à. Et ils ont réussi leur coup quoi. Sur Twitter, tout le monde s'emballait. Oh regardez, c'est trop bien. Oui, le jour gars, sorti, ouais. Enfin, déjà, on n'a rien vu. On sait pas comment ça. Moi, je suis désolé. Hein, le constructeur, il peut me dire ce qu'il veut. Tant que j'ai pas vu le gain réel de perf et des tests propres, je m'emballe pas. Et puis voilà. Enfin, donc bon, ça reste de bonnes cartes. C'est probablement ce que je prendrais si j'ai les sous. Mais oui, alors attends de voir, puisque là AMD du coup a sorti ses dates en mode genre petite teasing en mode attention, nous on va présenter nos Ryzen donc 3, là sur Zen 3 donc je crois début octobre et genre 15 jours plus tard ils présenteront leur nouvelle carte graphique. Oui, c'est fin octobre les nouvelles cartes graphiques, ouais. 28. Voilà, le 28. Donc il est urgent d'attendre. Ah oui, de toute façon oui. Mais de toute façon les cartes elles sont pas dispo, elles seront dispo que mi-octobre. Déjà. Donc on a du mal à les trouver, ne serait-ce qu'en précommande tu les trouves pas. Elles arrivent uniquement, elles commencent juste à arriver chez les journalistes pour donc voilà, faire donc des tests, il faut attendre des tests, il faut voir les prix. En plus ça va être comme d'habitude une guerre entre les modèles avec des différences d'overclocking, voilà. Et donc voilà. Donc, mais bon, bravo Nvidia. Un petit marketing d'or de chez Nvidia là, franchement propre. Ouais, bravo. Franchement. Bien joué. Et voilà à peu près pour les news. T'as un autre sujet? Non, parce que si je me lance sur autre chose, j'en ai pour des plombes. Ouais, bah alors on va arrêter là. Guillaume est peut-être non, pas spécialement. Donc non. J'ai rien à aborder. Bah, écoute. Ok, bah écoute, très bien. De toute façon, c'était un hors-série, on n'est pas là pour faire toutes les rubriques habituelles, c'est juste à la cool. Hein. On est là. On reprendra d'ailleurs à la fin du mois. Par un épisode plus classique. Tu auras eu un peu le temps de jouer, parce que moi j'attends. Moi mes jeux à traiter s'accumulent. Hein. J'ai 3 semaines de vacances, écoute. Ah, tu vas pouvoir jouer. Donc, je vais pouvoir jouer normalement. J'espère qu'il va pleuvoir. Bah de toute façon il faut, parce que t'as prévu de faire des jeux d'infiltration et tu détestes ça, donc il va bien falloir quand même que... Je déteste ça, je déteste ça. J'en ai plein à faire en plus. Sinon tu peux refaire Persona 5 Royal si tu veux. J'ai pas 300 heures devant moi. J'ai quand même un peu une vie quand même, un minimum de vie sociale. Parce que là si t'as 3 semaines, c'est bon, hein, tes 3 semaines elles sont pleines. Hein. Non. Oui, c'est ça. Écoute Bruno, tu vois, ce gars est à deux doigts de me dire qu'il faut que je fasse Skyrim, tu vois. Ah oui, Skyrim c'est bien ça. J'ai vu qu'il y avait un mode coop. Écoute, t'as jamais aimé. Oui, bah écoute, pareil, confère un précédent podcast. C'est ça. Exactement. Bon, allez les gars. Bah écoutez, voilà, ça va conclure cette émission. On a d'autres retour du podcast à son format normal à la fin du mois de septembre. C'est ça. On a d'autres épisodes hors série qui vont arriver plus tard. Oui. On en a au moins 2. Au moins 2 déjà. On tease pas. Hein. Non. Vous verrez non, parce que si ça se trouve on n'a pas le temps de les faire. Oh, si, il y en a au moins un, on est sûr de la fait. Et un autre, j'étais obligé d'acheter un jeu pour le faire. Oui, moi aussi d'ailleurs. On le fait maintenant. Et probablement un deuxième jeu qu'il va falloir que j'achète aussi. Et franchement, ces jeux-là, j'ai pas envie de les acheter. Hein. Ouais. Bah écoute, il faut sacrifier. Voilà, ça sacrifice. Ah, ça promet. Il y en a un qui sera un épisode qui sera très pratico-pratique. Et je tease un peu. Ça pourrait intéresser certains. L'autre, ça va être vraiment du n'importe quoi. C'est ça. Oh, ça va être vraiment du n'importe quoi. C'est marrant quand c'est n'importe quoi aussi. Eh oui, exactement. Bah écoutez, on se quitte sur ça. Merci Guillaume, merci Bruno. Mais de rien. On se retrouve dans quelques semaines. Et puis voilà, le temps de monter cet épisode. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à la prochaine. À la prochaine, Thomas.
Salut.